Nous sommes le 8 février, ce qui signifie que dans environ 160 jours, le président de la République prononcera, comme le veut la coutume, ces mots devant un parterre de personnes suspendues à ses lèvres. Je déclare ouverts les Jeux de Paris célébrant la 33e Olympiade de l'ère moderne. À ce moment-là, aucun document ne sera ratifié, aucun décret ne sera signé, et pourtant, sans qu'il ne soit besoin d'aucun autre artifice protocolaire, les Jeux de Paris seront bel et bien lancés. De la même manière, nous l'avons tous connu, certains plus récemment que d'autres, et je m'inclus dedans, quand votre conjoint ou votre conjointe, votre copine ou votre copain vous dit « entre nous, c'est fini », quel que soit votre avis sur la question, et aussi désagréable et douloureux cela puisse-t-il être, la relation s'arrête. Dans ces deux situations, on remarque que la parole a un effet prophétique, même mieux, autoréalisateur. On dit en linguistique, ou en philosophie d'ailleurs, depuis le travail de John Austin, que la parole est performative, c'est-à-dire qu'elle annonce ce qu'elle réalise, ou mieux, qu'elle réalise ce qu'elle annonce précisément parce qu'elle l'annonce. C'est parce que l'on dit que les jeux sont ouverts que les jeux sont ouverts. C'est parce que l'on dit la rupture que la rupture advient. La parole crée une réalité dans le monde des faits à partir de ce qu'elle tire du monde des mots. Je m'appelle Pierre Faury, j'ai 22 ans, et si je vous parle de la parole aujourd'hui, c'est parce qu'elle a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie récemment, à mesure que je suis devenu ce que certains appellent, je déteste l'expression, un champion de concours d'éloquence. Désolé pour l'arrogance. Et ce soir, je ne vais pas vous faire une démonstration ni de rhétorique ni d'éloquence, mais plutôt essayer de vous livrer les quelques enseignements que ces expériences m'ont transmises sur la parole. Et ces enseignements pourraient se résumer en une seule phrase, très simple, peut-être trop simple d'ailleurs, mais que je vais essayer d'expliciter. Cette phrase, la voici. Vous la voyez. Vous serez ce que vous dites. Et pour commencer à explorer la densité de cette phrase, je vais commencer par une métaphore qui d'ailleurs n'en est pas une, qui est une expérience pseudo-scientifique, et j'insiste sur le pseudo, vous allez voir pourquoi, qui a été réalisée par un médecin japonais il y a quelques années. Un médecin japonais qui envisageait la question de la mémoire de l'eau. Vous voyez déjà venir le côté pseudo-scientifique. La mémoire de l'eau, et pour cette expérience, ce médecin a pris plusieurs sources d'eau auxquelles il a parlé. Il leur disait des mots. Il leur chantait des mots, parce qu'il estimait que les vibrations ressenties à travers ces mots pouvaient avoir des conséquences sur l'eau elle-même. Et puis il a congelé les différentes sources d'eau, certaines, après leur avoir dit des mots amélioratifs, des compliments, des gentillesses, presque comme s'il leur faisait des câlins. Et puis des sources d'eau qu'il allait à l'inverse critiquer, maltraiter, mépriser. Et puis il a congelé ces eaux-là, et il a observé les cristaux qui se formaient. Et la démonstration était des plus éloquentes. L'eau que l'on avait complimentée formait des cristaux bien plus beaux que l'eau qu'on avait méprisée. J'avais prévenu, c'est pseudo-scientifique. Mais vous allez voir où je veux en venir avec la métaphore qu'il y a derrière. Prenons l'exemple des enfants. Quand on dit à un enfant, toute son enfance durant, qu'il est mauvais en maths, en français, en littérature, en histoire, qu'il est un enfant turbulent, calme, intrépide, quel que soit l'adjectif que vous vouliez mettre sur lui, est-ce que vous pensez qu'il saura s'en défaire? Est-ce que vous ne pensez pas que lui-même cristallisera comme cette eau-là les mots que l'on aura portés sur lui? Parce que quand on dit à un enfant en permanence que les mots ont un sens, et que c'est pour cette raison-là même qu'il ne faut pas dire de jurons, de gros mots, d'insultes, comment lui-même ne pourra pas ne pas intérioriser les mots que l'on aura portés sur lui? Comment, à un âge où l'on cherche encore à se construire, parfois jusqu'à l'adolescence et pour certains bien après, comment se défaire des mots que l'on pose sur nous? Je prends un exemple très simple, qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grands. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose.
qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard, pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. C'est-à-dire, c'est pas très grave. C'était vrai. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Mais vous voyez la logique sous-jacente. On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance, parce qu'on se construit par les mots qu'on entend, que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète. Heureusement, ces choses-là changent. On apprend le français, les maths, on apprend l'histoire, on apprend à ne pas être turbulent, on apprend pour certains à changer les ampoules. Ces choses-là changent, mais la logique de la parole, elle, reste toujours identique. Aujourd'hui, on a vu émerger, notamment sur les réseaux sociaux, tous ces gourous du développement personnel qui nous parlent d'aller prendre des douches froides à 5 heures du matin et qui bientôt nous diront que pour avoir confiance en soi, il faudra aller faire des incantations à cloche-pied au coucher du soleil. Et parmi ces nouvelles apparitions dans le monde du développement personnel, on a vu le retour à la mode de la question des affirmations positives. On nous dit que pour avoir confiance en soi, il faudrait se placer le matin face à son miroir, se regarder droit dans les yeux et dire « J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». Et moi, je vous dis, j'ai peu confiance en cette méthode. Parce qu'elle a un côté, d'abord, disons-le, risible. Et puis, surtout, elle n'a rien de très novateur. C'est, somme toute, une application moderne de la fameuse méthode Coué. Coué qui était ce médecin qui voulait, ou en tout cas cherchait, à soigner certaines pathologies en faisant répéter à ses patients une vingtaine de fois par jour, sur tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Vous vous doutez comme moi qu'on ne soignera pas ainsi un cancer du pancréas. On est bien d'accord. Mais pour autant, malgré le côté risible que je mentionnais à l'instant, il y a un fond de vérité et d'intelligence réelle dans cette méthode-là. Si je dis « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi », je n'aurai pas confiance en moi. Pour autant, je me mets déjà sur le chemin d'avoir confiance en moi. Je fais de moi une personne qui activement a la volonté d'avoir confiance en elle, ce qui me différencie déjà radicalement de celle qui n'a pas même cette volonté-là. Si je dis en commençant une conférence TEDx « je suis un champion d'éloquence », pardonnez pour l'arrogance, je me mets immédiatement dans la position de celui qui a confiance, alors que, certains le voient peut-être au premier rang, mes mains sont un peu moites, mes jambes un peu chancelantes, je connais pas par cœur mon texte et ça m'inquiète un peu. Et tout ça, ce sont des choses qu'on peut éliminer juste avec un mot. Ah ben, je suis un champion d'éloquence, ben, j'ai pas le droit de ça, j'ai pas le droit de rater, j'ai pas le droit de pas savoir. Je suis obligé de performer. Alors ça met une pression, certes, mais ça libère aussi d'un poids qui est immense. Alors attention, est-ce que toute parole est performative? Non. Si je vous dis que je vais demain gagner au loto, à moins d'avoir beaucoup de chance, je ne gagnerai pas au loto. Si je vous dis que je fais 1m90, ceux qui sont observateurs sauront que c'est faux. Mais le simple fait de dire cela, je fais 1m90, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de moi? La vérité de la parole ne se porte pas sur son contenu, mais sur sa matière. Quand je dis je fais 1m90, vous vous dites de moi, soit il est un affreux menteur, soit un fin blagueur, soit quelqu'un qui dissimule quelques complexes par l'humour. Je vous laisse deviner lequel c'est. Mais le simple fait de dire ça dit quelque chose de moi. Et donc, sur le fond et sur la forme aussi, toute parole parle de vous. Parler, c'est toujours parler de soi. Et c'est pour ça que c'est si fondamental de parler bien de soi. C'est pour ça que c'est si fondamental de parler bien des autres, notamment des enfants, on l'expliquait à l'instant. Parce que tout ce que vous dites sera l'analyse, le regard que les gens porteront sur vous. Et parce que nous sommes des êtres sociaux, ce sera souvent le propre regard que vous porterez sur vous-même. Sur la forme, même chose. Votre accent, votre rythme un peu rapide ou un peu lent, votre grammaire, votre vocabulaire, tout cela conditionnera le regard que les gens auront sur vous, le regard que vous aurez sur vous-même,
et la personne que vous allez devenir dans 10 ans. Voilà pour l'aspect individuel. Mais il y a aussi un aspect collectif à ça, à la parole et à son importance. On a vu le versant positif aussi à l'instant, comment on peut construire de la confiance par la parole. Voyons aussi des versants plus négatifs avec une approche un peu plus contextuelle, plus actuelle, plus politique aussi. La question, c'est aussi qui a la parole. La parole, elle est toujours constructrice du réel. Dire quelque chose, c'est toujours inventer un monde. Encore une fois, on l'a dit, c'est pas parce que ce que vous dites est faux que pour autant il n'y a pas d'information derrière. Et réciproquement, dire quelque chose, ce n'est pas créer la réalité que vous désignez, mais c'est créer une réalité, une perception que les autres auront de vous, ou votre propre perception de vous-même ou du monde. Mais le problème derrière ça, c'est que quand on laisse la parole à des personnes qui ont une perception du monde qui est biaisée. C'était pas un jeu de mots, il n'est pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on voit l'importance d'opposer toujours la parole à la parole, parce qu'en fait, opposer la parole à la parole, c'est opposer le réel au réel. Parce que vous êtes aux yeux des gens ce que vous dites, mais les gens sont aussi à vos yeux ce qu'ils disent. S'il suffit de dire « je suis un opposant » pour s'opposer. S'il suffit de dire « nous avançons sur ce projet » pour avancer sur un projet. La parole est vidée de son sens, et donc le monde est vidé de sa substance. Alors on oppose la parole à la parole, le débat au débat, le réel au réel. Alors quand nous est posée la question de notre devenir dans 10 ans, la question de la parole, elle est fondamentale. Et la question qui se pose, c'est quelle parole allons-nous poser? Et la réponse, elle est simple, trop simple, comme la question sûrement. Mais si nous voulons un monde plus poétique, il suffit de parler de poésie. Il suffit de parler des mots doux pour m'aider, même s'ils sont parfois démodés. Il suffit de penser à ces mots courts, de dire pardon parfois, merci souvent, je t'aime toujours. Les mots que nous posons, et que nous posons aussi d'ailleurs, construisent le monde de demain. Songez alors, dans 10 ans, quand vous aurez des enfants pour les plus jeunes, et je m'inclus dedans, songez alors aux étiquettes que vous allez leur accoler. Songez aux adjectifs par lesquels vous allez les désigner. Songez aussi à tous ces mots que vous allez prononcer. Songez que si la parole crée du réel, c'est que le silence, lui, ne crée que du néant. Que si le silence est d'or, comme dit le proverbe, c'est parce qu'il nous coûte tellement. Songez enfin que vous pourrez dire à vos enfants comme Kipling, non pas « t'es mauvais en maths, t'es mauvais en français », vous pourrez leur dire « tu seras un homme, mon fils, tu seras une femme, ma fille ». Songez enfin que si la parole est d'argent, c'est sûrement parce que le silence endort. Merci.